Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les façons de maximiser la valeur de revente des véhicules. Mon nom est Josée Hamelin, je suis rédactrice en chef du magazine Camoto. Ce matin, j'ai la chance de m'entretenir avec Jean-François Dumas. Bonjour Jean-François, il est directeur régional pour l'Est du Canada chez Gestion de Parc Éléments. Donc aujourd'hui, on va parler de la façon de positionner un véhicule à l'encan, puis aussi des manières d'obtenir le meilleur prix. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, je vous invite à nous soumettre vos questions. On va tâcher d'y répondre du mieux qu'on y peut. Donc, bonjour Jean-François, merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu me dises comment est-ce qu'on fait pour vendre un véhicule à l'encan, puis quand c'est préférable de le faire? Donc, effectivement, l'encan dans le parc de véhicules commerciaux, c'est un canal de revente qui est extrêmement populaire. Question de temps, effectivement, pour la vente des véhicules, il y a certaines périodes de l'année qu'on va tenter de viser pour maximiser la valeur de retour. Donc, nous, d'après les analyses qu'on a faites, puis l'expérience qu'on a avec l'encan, la période du printemps, c'est-à-dire les mois de mars, avril, mai, cette période-là, et également à l'automne. Donc, la fin août, septembre et octobre, c'est des périodes qui sont maximales là, pour revendre. C'est là qu'il y a le plus de personnes, le plus d'acheteurs à l'encan. Puis comme on sait, il y a une très forte corrélation entre le nombre d'acheteurs à l'encan et la valeur des véhicules qu'on va y vendre. OK. Puis aussi, à quelle fréquence est-ce que les parcs les remplacent leurs véhicules? Est-ce qu'il y a des règles prescrites? Ça, c'est toujours une question, puis chaque gestionnaire de parc va se poser cette question-là parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des grandes tendances du marché. Donc, on a vu au cours des dernières années, étant donné que les véhicules sont meilleurs qu'ils étaient il y a 30 ans, la valeur des véhicules est plus grande également. Donc, on a tenté d'allonger un petit peu le cycle d'utilisation du véhicule. Souvent, précédemment, on remplaçait toujours à 36 mois les véhicules, ce qui était la norme il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on voit beaucoup plus dans le marché 48 mois. 48 mois là, est une sorte de norme. Ce n'est pas une norme absolue, mais c'est une recommandation que nous, on fait. Et des kilométrages aux alentours de 120 et 150 000 km. Ça, il faut prendre en considération que pour certains types de véhicules, c'est un commentaire général. C'est un commentaire général qui est bon aujourd'hui à l'été 2018, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer ces paramètres-là. Donc, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Peut-être que dans 3 ans ou dans 5 ans, si la situation économique a changé, ça peut être tout autre. Et puis, le type de véhicule va également influencer. Donc, on parle de standards, de berlines de véhicules de représentants. Ça, c'est une norme qui est assez bien établie dans l'industrie. Si on va dans le véhicule spécialisé, le véhicule cargo qui a été modifié par rapport à certaines tâches d'utilisation, là, on va souvent aller un petit peu plus long dans le cycle de remplacement pour différentes raisons. L'investissement technologique qu'on a mis dans le véhicule, c'est-à-dire s'il y avait des étagères, si on a eu besoin de mettre des échelles ou s'il y a des véhicules qui ont des bras hydrauliques, des choses comme ça, à ce moment-là, on va tenter d'étirer un peu pour maximiser la valeur d'utilisation du véhicule. Et puis la revente se fait un petit peu différent aussi. Puis tu me parlais aussi des métriques du marché qui est important d'analyser. Quelles sont-elles, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Bien, comme on dit, il y a toujours un élément d'amortissement, puis tout gestionnaire de parc va toujours tenter de trouver le bon point de corde. C'est-à-dire qu'on prend un véhicule neuf qui déprécie dans le temps, donc on va avoir une courbe, puis on a une courbe de maintenance de l'autre côté où, comme on sait, un véhicule neuf qui est sous garantie va coûter très peu en maintenance, certains changements d'huile, peut-être des pneus d'hiver, et avec le temps, le coût d'entretien va augmenter. Donc, le gestionnaire de parc va toujours tenter d'aller trouver le point entre la dépréciation et l'augmentation de la maintenance, où les coûts en maintenance vont dépasser, si on veut, l'amortissement du véhicule. C'est probablement là qu'on va tenter de changer de véhicule. Ça, c'est les paramètres qu'on va essayer d'aller voir. Puis moi, si dans mon parc, j'ai plusieurs véhicules, comment est-ce que je fais pour savoir lequel ou lesquels je vais remplacer? Donc, il y a certaines analyses de valeur de marché qu'on peut faire. Donc, on peut voir selon l'amortissement que vous avez à l'interne dans votre entreprise, si le véhicule y est acheté, il est à vous, si le véhicule y est en location, il y a soit une valeur au livre, une valeur résiduelle. Donc, on va tenter d'aller voir ces valeurs-là qui peuvent nous donner certains indices. Également, on va aller voir l'historique de maintenance du véhicule. C'est-à-dire, est-ce que c'est un véhicule
véhicule qui, dans le temps, on a mis beaucoup d'argent dessus, donc qui tend à avoir des problèmes, ou c'est un véhicule qui, règle générale, on sait que ce véhicule-là, on peut peut-être l'étirer un petit peu, qui va nous donner un petit peu plus de rendement. Par contre, il faut toujours faire attention pour ne pas dépasser certains paramètres où ce que ça va affecter de beaucoup la valeur du véhicule, parce qu'on sait que les gens qui vont acheter des véhicules à l'encan recherchent des véhicules qui vont être capables de revendre. S'il y a trop de kilométrage ou si le véhicule est trop usé, le marché de la revente est moindre, il y a moins d'intérêt, les prix baissent. Puis, est-ce que je devrais comparer un véhicule par rapport à lui-même ou par rapport à toutes les berlines de ce modèle-là, tous les fourgons? Normalement, on va tenter d'avoir du data général sur ce type de véhicule-là. C'est sûr que le véhicule en tant que tel peut avoir une incidence parce que certains véhicules sont plus ou moins populaires. Il y a des véhicules qui ont une meilleure réputation que d'autres. Il y a des types de véhicules qui ont une meilleure réputation que d'autres ou qui ont plus de demandes, si on veut. Donc ça, c'est important. Il faut faire attention là, à ne pas aller trop précis. Surtout dans les grands parcs où si on a un plus petit parc, on parle d'un parc de 20-25 véhicules, c'est facile d'aller jouer à la pièce et puis de choisir certains véhicules. Alors que si on a un grand parc, il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup trop de véhicules. Puis là, il faut définir aussi si on a un parc de vente versus un parc de service ou sur un parc de vente, on veut traiter nos employés, l'utilisateur de façon équivalente à ce qu'aller chercher certains paramètres. D'où un véhicule de service, souvent ces véhicules-là sont non attitrés à un conducteur, donc on a une plus grande liberté de jouer avec et puis de soit d'étirer ou de remplacer un petit peu plus tôt. Puis si je n'ai pas pu, peut-être pour des politiques internes, remplacer mon véhicule quand c'était le temps, est-ce que je peux quand même pas trop perdre d'argent puis le vendre à l'encan? Comment on procède? Effectivement. C'est sûr que, comme on dit, il y a des temps de l'année et puis il y a des âges de véhicules qu'on veut remplacer. Passé un certain point, la valeur, le retour sur le véhicule va être quasi inexistant. À ce moment-là, il s'agit de déterminer si est-ce qu'on peut effectivement continuer de l'utiliser parce qu'il ne nous coûte vraiment plus rien, parce que la valeur comptable et la valeur actuelle du véhicule est à zéro, ou est-ce qu'on est capable d'aller quand même chercher un petit peu? Mais c'est sûr qu'il y a certains paramètres de kilométrage que lorsqu'on étire au-delà du 200 000 km, il y a peu de demandes pour ce type de véhicule-là. Donc, c'est sûr que les valeurs sont beaucoup moindres. Puis, est-ce que ça arrive qu'on vend en pièces détachées? Par exemple, mon fourgon, c'est dans les armoires ou ça, c'est très, très rare? C'est plus rare. À un moment donné, on va voir si un véhicule, on est capable, qu'il y a vraiment une valeur à l'encan encore et puis que les frais ne surpassent pas la valeur marchande du véhicule, ce qu'on voit comme tel. De vendre des véhicules en pièces détachées chez des entreprises, surtout dans des grandes entreprises, c'est plus rare. C'est qu'on va aimer la vente rapide. Parce que quand on envoie un véhicule à l'encan, normalement, il y a deux facteurs qu'on va aller chercher, c'est-à-dire de maximiser cette valeur-là, donc d'avoir certains paramètres pour avoir le plus haut prix possible, également le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir dans les livres des véhicules, plusieurs véhicules en surplus, c'est-à-dire que si on sort un véhicule du parc, on veut maximiser sa valeur et rapidement avoir notre argent pour l'utiliser à d'autres aspects de la compagnie. OK. Puis au niveau des précautions à prendre avant que j'amène mon véhicule à l'encan, qu'est-ce que je dois faire de manière générale? Qu'est-ce qu'on recommande à nos clients? C'est la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est quelque chose de très, très important. Puis les manufacturiers n'ont pas décidé de règles de maintenance pour le plaisir de décider. On sait que si on applique certaines règles de maintenance préventive, sur le long terme, on va payer moins en bris. En temps d'arrêt. C'est-à-dire que quand on va vendre le véhicule à l'encan aussi, c'est important, le véhicule va être en bonne condition. Donc, conditions mécaniques intéressantes, conditions esthétiques aussi. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'un véhicule qui va avoir il y a une usure normale d'un véhicule de 4 ans, il va avoir des petites bosses, peut-être des petites graphines, mais on s'attend à ce que la structure du véhicule soit comme telle, qu'il ne soit pas accidenté. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. L'autre chose, c'est d'avoir tous les accessoires. On voit souvent, nous, exemple, il manque des clés. Mais les clés électroniques d'un véhicule, ça peut valoir jusqu'à 300 $. Donc, c'est sûr que l'acheteur qui regarde un véhicule, s'il sait qu'il va devoir débourser pour des clés, s'il manque la roue de secours, on voit aussi des fourgonnettes, des caravanes qui manquent le siège de la troisième rangée. Il faut s'assurer que quand on retourne, tout est là. Si on a des pneus d'hiver aussi avec le véhicule, ça peut être une valeur ajoutée parce que le marchand, dépendant du temps de l'année, va se dire, bon, mais je n'aurai pas à investir dans ces pneus-là. Donc, les gens vont payer quand même un petit peu plus cher pour ces véhicules-là. Puis est-ce qu'il y a un minimum
minimum. Tout à l'heure, tu parlais des petites bosses au niveau de l'entretien ou de l'esthétique à faire. Est-ce que s'il y a une poque, je dois la colmater? Dépendant de la grosseur, c'est normalement l'acheteur qui va acheter ce véhicule-là. Il va avoir une façon de réparer le véhicule à moindre coût. Étant donné que souvent, c'est les propres installations que nous, on doit payer. Donc, on veut qu'esthétiquement, le véhicule soit, qu'il y ait de l'attrait et puis qu'on dise aussi les vraies choses. Donc, c'est important que la déclaration du vendeur soit exacte. Donc, si le véhicule a déjà été accidenté, faut le dire. Si le véhicule a certains problèmes mécaniques connus, donc il faut le dire. Ça reste une transaction commerciale, mais on ne veut pas qu'il y ait des vis cachés avec un moteur problématique ou ce que l'acheteur pourrait revenir contre le vendeur. On a une question qui est rentrée du web. Monsieur Chabot, il nous demande, est-ce qu'il existe une base de données des valeurs de revente des véhicules en fonction de l'âge et du kilométrage? Est-ce qu'on a ces données-là? C'est très variable. Donc, c'est sûr qu'il y a certains guides qui vont nous aider. Donc, le plus connu, je pense, qui est Canadian Black Book. Canadian Black Book produit un guide de valeurs actuelles et il produit un guide de référence aussi de valeurs futures. Donc, il y a d'autres guides comme ALG aussi, donc qui font des guides de valeurs futures qui vont nous donner des grandes tendances. Malheureusement, il y a beaucoup de macroéconomiques qui rentrent en compte dans l'évaluation des véhicules. Comme on disait précédemment, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai dans 3 ans. Donc, il peut arriver, le cours du pétrole peut exploser, le prix du pétrole peut baisser aussi, donc il va y avoir de l'attrait pour d'autres types de véhicules. Mais on a des tendances générales que ces guides vont nous donner. OK. Puis, est-ce qu'il y a aussi un moment de l'année, tout à l'heure, on parlait où certains véhicules se vendent mieux là, à l'extérieur des grandes périodes, mais des modèles en particulier? Certains modèles en particulier vont être influencés ou non. Là, on parle spécifiquement du véhicule de parc général. C'est sûr que si on a des véhicules exotiques ou si on a des véhicules cabriolets, le printemps, comme tout le monde sait, c'est très intéressant. Si on prend un véhicule cabriolet, on l'envoie à l'encore au mois d'octobre, il y a beaucoup moins de demandes pour ce type de véhicule-là. Si on parle dans le parc général, c'est normalement, comme on disait, ces périodes de printemps et automne qui sont là. Certains vont varier, les véhicules utilitaires sport à roues motrices, souvent, à l'automne, vont quand même bien se vendre. Certains véhicules de type cargo, certaines camionnettes au printemps, donc une camionnette 4x2, exemple souvent qu'il y a moins de demandes l'hiver, mais pour certains types d'applications de travaux d'été, il y a une certaine demande pour ces véhicules-là au printemps. Puis tout à l'heure, on parlait peut-être hors d'onde des véhicules qui se vendent moins bien. Il y a certaines caractéristiques qui font en sorte que ça peut être plus difficile de vendre un véhicule. Bien, c'est sûr que quand on fait le parc, on tente de prédire un peu le futur puis d'aller voir ces véhicules-là qui vont bien se vendre. Il y a des modes, bien entendu, il y a des choses qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que, exemple, la couleur du véhicule, ça peut paraître un peu anodin, mais la couleur du véhicule va jouer. Si on est dans les couleurs standards, c'est-à-dire le noir, le blanc, le gris, il n'y a pas de problème, ça n'affecte pas la valeur du véhicule. Par contre, il y a certains manufacturiers qui ont des couleurs un peu plus spéciales. Il faut faire attention parce que si on arrive avec plusieurs véhicules d'une couleur trop particulière. La couleur, c'est une question de goût, mais il faut voir qu'on s'attaque à la masse. Ça peut jouer là, dans les valeurs. Et puis, le type de véhicule, dans le moment, il y a une grosse tendance du marché. On le voit chez certains manufacturiers de délaisser le véhicule sedan berline pour aller dans le véhicule utilitaire sport. Donc, ça fait en sorte que géographiquement, dans certaines régions, le véhicule berline se vend moins. Par contre, géographiquement, au Québec, si on peut parler ici, la petite voiture est encore très populaire. Donc, le petit véhicule sedan 4 portes accessible se vend très bien au Québec. Par contre, si je m'en vais dans l'Ouest canadien, en Alberta, ce véhicule-là, il n'y a pas beaucoup de demandes pour ça. Okay. Tandis que le gros véhicule, le très gros SUV, au Québec, il y a peut-être un petit peu moins de demandes, même si c'est populaire, mais en Ontario ou en Alberta, le gros SUV va super bien se vendre, tout comme aux États-Unis, bien entendu. OK. On a déjà parlé un petit peu des outils ou de la valeur, mais qu'est-ce qui peut aider le gestionnaire de parc à prendre sa décision au niveau du modèle à revendre, puis comment il peut estimer mieux? Bien, il y a deux choses, comme qu'on a dit précédemment. La politique de remplacement, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. C'est pas couler dans le béton. On se dit d'aller jouer des fois un petit peu avant, un petit peu après, dépendant de la valeur, mais c'est bien dans le temps, 2 fois par année, exemple, d'évaluer les valeurs marchandes de nos véhicules et puis d'aller voir ces valeurs-là. Par la suite, on peut voir, est-ce qu'il y a eu des changements dans notre politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut amener une autre raison
autre que la valeur du véhicule en tant que tel, de changer. C'est-à-dire, on veut réduire nos coûts d'entretien ou notre consommation d'essence. Souvent, il y a eu des changements de parc. On avait des V6 qui étaient la mode dans le parc. Ça fait plusieurs années que je fais du parc, mais il y a 15 ans, un véhicule de parc, c'était un véhicule V6, c'était pas un 4 cylindres. Maintenant, on a des 4 cylindres, on a des véhicules hybrides, on a des véhicules à carburant alternatif. Mais souvent, ça peut rentrer dans la décision de changer les véhicules parce que même si le prix, valeur marchande du véhicule, il n'y a pas nécessairement un gain comptable, il peut y avoir une petite perte. L'économie d'essence sur 2-3 ans ou l'économie d'entretien du nouveau véhicule qu'on va ramener, si on veut donner une autre perspective à son parc ou si on veut changer l'image corporative, ça peut être d'autres raisons qui entraînent un changement de véhicule. Puis ça, je m'égare un petit peu, mais l'image corporative, est-ce que toi, tu le remarques sur le terrain que les parcs ils vont, excusez l'expression anglaise, downsizer, en fait, réduire la taille des véhicules du parc de plus en plus? Dans certains parcs, oui, effectivement, ça va arriver dans le véhicule dit de fonction ou le véhicule de représentant qu'on va être capable de voir. Souvent, les gens vont avoir moins de marchandises. Tout rentre maintenant dans une mallette, dans un ordinateur. Donc, le représentant, souvent, il a besoin d'un petit peu moins d'espace. On est capable d'avoir un véhicule plus petit et aussi beaucoup plus économe. L'empreinte de CO2 est de plus en plus importante pour les entreprises. Par contre, dans d'autres types de parcs, le parc de services, à un moment donné, l'employé a un travail à faire. Et puis, s'il a besoin d'une camionnette 4x4 pour aller sur un chantier, malheureusement, il va rester avec cette camionnette-là. Les manufacturiers tentent de ramener des plus petites camionnettes sur le marché qu'on a déjà vues dans le passé, qui ont été délaissées. Ça sera à voir si, à un moment donné, ce changement-là va pouvoir s'effectuer. OK. Puis au niveau de la valeur, on a aussi une question qui est rentrée du web de M. Lagacé. On a parlé brièvement de la géographie, mais est-ce que la géographie va influencer le prix qu'on obtient pour un véhicule? Il y a certains facteurs, effectivement, la géographie peut jouer. Par contre, quand on envoie les véhicules à l'encan, souvent sont offerts à travers le pays. Autre facteur qui va venir jouer, il y a beaucoup le marché macroéconomique nord-américain. C'est-à-dire que dans le moment, le dollar canadien se transige aux alentours de 76-77 sous. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs américains qui viennent sur le marché canadien. C'est vrai aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était une toute autre histoire. Mais si je regarde aujourd'hui, 2016, 17, 18, on voit beaucoup, nous à l'interne, on voit jusqu'à 30 des transactions qui sont faites envers ces véhicules-là. Donc, la géographie joue un peu, le fait de la proximité avec les États-Unis pour certains types de véhicules. Comme qu'on parlait, ce n'est pas un secret pour personne aux États-Unis. Ils aiment beaucoup les camionnettes, ils aiment beaucoup les véhicules pleine grandeur. Ces véhicules-là ont beaucoup d'attrait pour nos voisins du Sud. Donc, eux, étant donné qu'ils ont 30 à 35 d'escompte en venant ici, et puis que les facteurs, dans le moment, économiquement, sont capables de prendre ces véhicules-là, des importer chez eux à peu de frais, parce qu'à cause de l'ALENA, ils sont capables de passer la frontière, surtout pour les véhicules qui ont été bâtis en Amérique du Nord. Donc, ça influence les véhicules. Mais pour la question, effectivement, la géographie peut jouer beaucoup parce que dans le Canada, ce n'est pas toujours les mêmes véhicules qui sont le plus prisés dans les marchés. Donc, ce que j'entends, quelqu'un qui, en ce moment, pensait peut-être pas remplacer demain matin ses camionnettes, mais voit l'opportunité de le faire aujourd'hui, le moment absolument, bon. Parce que, comme on dit, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, on voit de façon économique nos relations commerciales avec notre voisin du Sud aux États-Unis tendent à changer. On ne sait pas si ils vont renouveler l'ALENA de la même façon que c'est aujourd'hui. Donc, si jamais il y avait des barrières tarifaires, ça peut changer le modèle économique du véhicule complètement, autant dans le véhicule neuf que dans le véhicule d'occasion. Donc, aujourd'hui, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, si j'ai une camionnette, on est historiquement haut. Certains encans font depuis 20 ans un graphique avec les valeurs moyennes des reventes, et puis depuis 3 ans, on est dans un marché historiquement haut. Donc, les États-Unis continuent d'entretenir ça, même si l'offre de véhicules, on a de plus en plus sur le marché parce que les manufacturiers ont des records de vente d'année en année. Donc, on aurait à penser de dire que l'offre de véhicules usagés est plus grande, donc les prix vont baisser, mais les Américains font en sorte que, artificiellement, ils maintiennent une demande de véhicules forte. OK. Donc maintenant, on va passer aux questions en rafale. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que pour un gestionnaire de parc, c'est important de savoir la valeur de ces véhicules en temps réel? En temps réel, je dirais que non. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper important. C'est important de connaître ces valeurs de véhicules générales à certains moments dans l'année.
D'avoir la valeur quotidienne ou la valeur hebdomadaire d'un véhicule, c'est peu important dans la gestion, mais c'est au grand temps qu'on dit si on veut faire 2 cycles de remplacement par année, là, il y a un avantage à dire, bon, oui, je connais ma valeur marchande, je sais quel véhicule que je peux vendre en faisant un gain sur disposition. Sûr que si j'ai une perte à faire, il y a une décision à l'intérieur de l'entreprise de savoir est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on reporte ce remplacement-là, est-ce que le nouveau véhicule va nous apporter quelque chose de bien qui va venir compenser cette perte-là. Donc, c'est ça à savoir. Donc, je dirais 2 fois par année de faire le point exactement, c'est-à-dire les valeurs au livre versus les valeurs marchandes, et puis on peut prendre des décisions par rapport à ça. Okay. Puis à partir de combien de kilomètres j'estime qu'un véhicule ne vaut plus grand-chose? Est-ce qu'il y a un maximum? Ça dépend du type de véhicule, mais comme on disait tantôt, nous, on voit que si un véhicule standard dépasse 150 000 km à l'encan, les valeurs baissent de beaucoup. Parce qu'il faut se mettre dans les souliers de l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur va revendre ce véhicule-là sur le marché. Il veut qu'il y ait quand même une valeur, s'il y a soit une petite balance de garantie ou dans l'esprit des gens, c'est un véhicule qui va être quand même capable de faire du kilométrage. Ça a plus de valeur à ses yeux, donc il paie plus cher, plus grand retour pour l'utilisateur. Tantôt, on disait que le marché du Québec, bon, il y avait beaucoup de petites voitures, oui. Mais est-ce qu'il y a des modèles ou des types de véhicules qui viennent de, je ne sais pas quelle région du monde, qui sont plus difficiles à vendre? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu comme la bête noire des encanteurs? Non, tout est une question, je dirais, tout est une question de prix et de temps de l'année et de marché géographique. Tout se vend. Tout a un prix. C'est sûr que il y a une question de volume aussi qui est très important, c'est-à-dire de demande de véhicules. Des fois, ces véhicules-là qui sont un petit peu plus exclusifs, il va en avoir moins, donc on va réussir à se faufiler et à vendre le véhicule quand même. Donc ça, c'est intéressant. C'est sûr que si je regarde aujourd'hui, la berline sedan pleine grandeur a peu de demandes, c'est plus dur, donc on va avoir un prix escompté. Comme on parlait, là, la mode est au SUV, donc c'est sûr que les SUV, les gens vont être prêts à payer une prime parce que sur le marché du véhicule d'occasion, ça se vend plus cher. Okay. Puis, au niveau de la responsabilité, j'aimerais ça que tu me parles de quelle est la responsabilité d'une entreprise qui choisit de vendre ses véhicules à l'encan? L'avantage de la vente à l'encan, c'est une vente commerciale entre commerçants, c'est-à-dire, donc, c'est un commerçant qui est représenté par l'encan qui vend le véhicule à un autre commerçant. Donc, la personne peut vendre le véhicule si tout ce qui devait être dit a été dit. Donc, à un moment donné, il faut, comme on a dit, est-ce que le véhicule a déjà accidenté? Est-ce qu'il y a un problème mécanique connu? Donc, les déclarations du vendeur sont importantes, mais du moment que les déclarations sont faites, il n'y a plus de responsabilité. Versus une mode qu'il y a déjà eu dans le temps où ce que souvent, c'est les employés qui achetaient le véhicule. À ce moment-là, si une entreprise décide de vendre à son employé ou vendre à un tiers, il est soumis à la loi de la protection du consommateur et puis là, il y a certaines garanties d'illégal qu'il doit fournir en même temps. Souvent, les entreprises ne sont pas spécialisées en vente de véhicules et puis on ne voudra pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher des fois d'un petit peu plus? On va le dépenser en temps parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui va devoir gérer cette vente-là. Il y a un risque. Et puis, quand l'employé achète le véhicule, il faut s'assurer aussi que c'est la bonne valeur marchande parce qu'il y a de la taxation. Donc, l'avantage imposable, si jamais vous vendez un véhicule à un de vos employés à escompte, souvent, c'est intéressant de voir, mais si jamais il y a des audits du gouvernement, bien, à un moment donné, on va devoir prouver que c'était le bon prix. Sinon, il faut donner un avantage imposable à notre employé. OK. Puis, on revient un petit peu à l'ALENA. Il y a une question qui est rentrée. Est-ce que le contexte économique mondial, on a parlé que ça peut rechanger, mais puis l'ALENA, tout ça peut influencer grandement le prix Absolument. des véhicules? Ça peut. Il y a beaucoup de choses qui, à un niveau macroéconomique sur les véhicules d'occasion, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont une influence. L'ALENA, effectivement, est-ce qu'on peut vendre des véhicules aux États-Unis? Est-ce que ça va affecter le prix des véhicules neufs? Si jamais un jour ça affecte le prix des véhicules neufs, le prix des véhicules d'occasion va être tiré vers le haut en même temps. Ça, c'est des choses qui sont... et puis l'économie mondiale, plus que l'économie va bien, normalement, il y a plus de demandes. Ça, c'est important aussi. Mais effectivement, le fait qu'on est à renégocier, exemple ici l'ALENA, le prix du pétrole est un autre facteur qui va venir jouer. Si les prix sont vers le haut, normalement, ça affecte le type de véhicule qui est vendu, même si dernièrement, même avec l'essence à 1,35 $, 1,40 $ au Québec, on voit une continuité
de la vente des plus gros véhicules, ce que historiquement, il y avait une corrélation inverse très forte entre le prix de l'essence et les gros véhicules. Quand ça montait, la vente des gros véhicules descendait. Mais là, on voit depuis un an environ que les gens sont un petit peu moins affectés par ça, ce qui est un petit peu bizarre. Puis justement, avec le prix du pétrole élevé, est-ce qu'on voit une différence avec les véhicules électriques puis hybrides qui sont vendus à l'encan? Comment est-ce qu'ils performent? Les véhicules hybrides se vendent quand même assez bien. Eux sont, effectivement, là, il y a une corrélation entre le prix de vente et le prix de l'essence sur le marché. Les véhicules électriques, on a peu de données encore. Donc, on sait que les véhicules électriques, il y a une demande. Par contre, ceux qui datent de 5 ans, la technologie évolue tellement vite que comparer un véhicule aujourd'hui, malheureusement, c'est plate à dire, mais ils sont un petit peu passés date, donc ils n'ont pas le même rayon d'action. Souvent, les gens sont encore craintifs par rapport à certains éléments, exemple la batterie du véhicule et ces choses-là. Donc, les gens sont un petit peu plus hésitants vers le véhicule électrique. Donc, on voit que les prix, c'est très instable. Il y a beaucoup de variations dans le prix des véhicules électriques, mais comme on dit, c'est une très, très petite portion de ce qu'on va vendre à l'encan dans une semaine donnée. On a parlé beaucoup de l'encan. Il existe aussi des centres de revente de véhicules. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages l'un versus l'autre? Effectivement, c'est deux façons de faire que les gestionnaires de parc comme nous, pour disposer des véhicules des clients, vont se servir, c'est-à-dire soit l'encan ou les centres de revente. Si je peux parler dans notre cas à nous chez Léman, à travers les acquisitions qu'on a faites, on a eu une situation où on avait les deux en même temps. C'est-à-dire on avait certains des compagnies qu'on avait acquis qui utilisaient un centre de revente, certains autres utilisaient l'encan. Et puis, on a mis une banque de données de 3 ans de transactions. On a analysé 50 000 transactions sur 3 ans à travers le Canada, sur 4 types de véhicules différents. Donc, c'est un gros travail qui a été fait. Et puis, nous, on a déterminé que pour notre type de client, pour nous, chez Élément, l'encan était l'endroit où on avait, en général, la meilleure valeur pour les véhicules. Okay. Meilleure valeur et taux de conversion le plus rapide aussi. Parce que, comme on a dit, c'est toujours maximiser la valeur, mais dans le plus court laps de temps possible. OK, parfait. Mais écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter sur cette maximisation-là de la valeur? Bien, comme on a dit tantôt, c'est de trouver le bon type de véhicule. Quand on retourne le véhicule, de le retourner au bon temps. Parce qu'on parlait de statistiques qui étaient intéressantes. L'hiver, on voit entre le début décembre et le mois de février, 1 % par semaine de perte de valeur. Donc, ça peut faire un gros écart. Donc, ça, c'est très important. Donc, vendre le véhicule au bon temps, dans une bonne condition, ne pas rien oublier, donner des bonnes déclarations au véhicule. Ça, c'est comme grandement important. Puis, le marché est historiquement haut. Je pense que les gens ils peuvent profiter pour recueillir du capital dans le moment en changeant les véhicules puis en profitant des technologies que les manufacturiers nous offrent dans le moment, là, ce qui est comme super bien. Bien, merci beaucoup, Jean-François, pour ton temps. Bien, ça me fait plaisir. Je suis bien content d'avoir participé. Merci beaucoup. Pour les gens à la maison, merci d'avoir été des nôtres pour ce webinaire-là. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne s'improvise pas revendeur de véhicules. C'est vraiment un art. Il y a plusieurs variables qui sont à considérer, tant sur le moment de la revente que sur l'estimation de la valeur des véhicules de son parc. Si vous avez manqué ce webinaire-là, je vous invite à regarder la rediffusion qui va être disponible sous peu sur autosphère.ca dans la rubrique événements. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci José. Merci Jean-François.